Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique dans les foyers. Voici quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran. On va regarder un épisode dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech et elle s'appelle Ingrid Bianchi. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ingrid. Bonjour. De quoi allons-nous parler avec vous aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de l'apprentissage des enfants atypiques. On voit ça dans un instant. Mais d'abord, c'est notre rôle modèle du jour. Face à l'incompréhensible sous-représentation des femmes dans le numérique, la journée de la femme digitale est devenue un événement incontournable chaque année sur le sujet. Depuis plus de 10 ans, elle met en avant des filles et des femmes au parcours inspirant qui s'activent à créer un environnement inclusif où les femmes, évidemment, jouent un rôle central. Elle est avec nous aujourd'hui, Delphine Rémy-Boutan. Bonjour Delphine. Bonjour Philippine. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la fondatrice de la JFD, la Journée de la femme digitale. Vous allez nous présenter dans un instant, mais d'abord, focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée des écrans au sein des foyers grâce à la série La famille tout écran proposée par notre partenaire, le Clémy. On regarde ensemble un épisode. C'est qui, lui? Oula, si tu le connais pas, tu l'acceptes pas. Bah ok, je comprends mieux pourquoi t'as pas d'amis. N'importe quoi, j'ai plein de potes, moi. Bah, déjà, il y a Hervé. Et? Et il y a maman. Ouais, donc c'est ce que je dis, t'as pas d'amis. Bon, je vois bien que je te saoule, là. Je vais essayer de t'expliquer tout ça plus concrètement. Bienvenue dans le grand jeu. Dois-je accepter cette demande d'amis? Juliette, êtes-vous prête? J'ai pas vraiment le choix. Je reçois une demande d'amis d'un copain de ma classe que je vois tous les jours, que je connais. J'accepte ou pas? Oui, j'accepte. Bonne réponse! Vous recevez une demande d'amis de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, et comme par hasard, il a les mêmes goûts que vous. J'accepte ou pas? Non, je refuse. Bonne réponse! Attention, dernière question. Dois-je accepter une demande d'amis venant de papa? Non, alors là, c'est la honte. On peut recevoir des premiers contacts de toutes parts, par texto, sur les réseaux sociaux, par les consoles, les tablettes, les jeux. Il ne faut pas accepter en ami une personne que l'on ne connaît pas, c'est très risqué. Papa, arrête de m'envoyer des invitations. Allez, sois sympa, accepte-moi. J'ai que 2 amis. Convaincue, engagée, déterminée et optimiste, nous vous présentons aujourd'hui une féministe pour l'égalité plongée depuis longtemps dans l'univers du numérique. Une femme qui met sa passion et ses combats au service des autres. On vous la présente dans la première partie du talk. Et elle est à nos côtés, Delphine Rémy-Boutan, la fondatrice de la Journée de la femme digitale. La Journée de la femme digitale, un rendez-vous annuel, né en 2013, si je ne me trompe pas, qui est devenu incontournable dans le monde du numérique. À toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'événement, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour le présenter? Bonjour Philippine, et Bonjour. ravie d'être avec vous aujourd'hui. La Journée de la femme digitale, c'est un événement qu'on a eu envie de créer à l'époque où moi je rentrais en fait de Londres, où j'avais travaillé pendant plusieurs années pour un grand géant de la tech, et j'étais régulièrement invitée à des événements et il y avait pas de femmes qui prenaient la parole sur ces sujets tech et innovation. Et j'étais pas la seule sur ces sujets. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc créons un événement qui s'appellera la Journée de la femme digitale, en écho en fait à la Journée de la femme. Et invitons plein de femmes à venir prendre la parole. C'était une première à l'époque. C'était une première en 2013. Donc on l'a créée en 2012. Et puis le temps qu'elle naisse, cette journée, elle a été première en 2013. Et au fil des années, c'est devenu plus qu'un événement annuel. C'est pour ça qu'on appelle plutôt la JFD que la Journée de la femme digitale. C'est pas une journée. On a besoin de plus de temps pour faire changer les mentalités et puis faire bouger les lignes et puis changer les chiffres. Et donc on est devenu un accélérateur de croissance au-delà d'un événement annuel avec des études, enfin plein de choses et puis le prix Les Margarettes également. Dont on va en parler dans un instant. Juste avant, votre ambition initiale, c'était quoi? C'était de connecter les femmes du secteur, les encourager à oser, à entreprendre aussi dans ce secteur du numérique, à pallier aussi leur sous-représentation dans le digital?
Oui, et mon ambition était de vraiment faire changer les mentalités sur ces sujets, donner envie, susciter des vocations dans ces métiers qui représentent le futur. Et je pense que c'est par l'exemple, en fait, qu'on arrive souvent à changer les choses. Et c'était vraiment cette ambition-là, que chacun s'empare d'un sujet qui, à l'époque, était un sujet qu'on nous a quand même regardé un peu avec des gros yeux, en disant « femme et tech, quel est le problème ?» Aujourd'hui, le problème est sur la table. Maintenant, le constat est là, il faut faire changer les choses. Mais il a fallu quelques années pour déjà arriver à accepter qu'il y avait un sujet. Toujours dans cet objectif, vous avez fondé en 2018 la Fondation Margaret, continuité du prix Les Margaret, qui récompense chaque année des femmes entrepreneurs et intrapreneurs en Europe, en Afrique, bientôt au Canada aussi, vous allez nous en parler. Des femmes qui changent le monde grâce au digital. Quelle est votre ambition aussi avec ce prix et cette fondation ? La fondation, c'était une façon de pallier aussi à ce vrai sujet qui est la formation et l'éducation. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un réel besoin de se former sur ces... Quand on sait que 90% des métiers ont les besoins des compétences digitales, il faut arriver à se former. Donc la fondation permet aux lauréates, aux Margaret Junior en particulier, de recevoir une bourse d'études, etc. Donc une partie des revenus de la JFD, puisque nous, on est en tant qu'accélérateur de croissance, on a un modèle économique, on est une entreprise, on n'est pas une association, et une partie des revenus est reversée sur ces sujets-là. Et le prix Les Margaret, c'est vraiment, après les Césars, les Oscars, en hommage à cette femme incroyable, Margaret Hamilton, et ce fameux film Les Figures de l'ombre, qui représente cette envie d'aller plus vite, plus loin pour C'est vrai, toutes ces très beau jeunes film. filles. Ouais. Vous avez donc le prix Les Margaret. Les Margaret Junior aussi pour les jeunes filles. Ouais. 2 prix dont l'appel à candidature a ouvert très récemment et il s'étend après la France et l'Afrique au Canada. Vous nous en dites plus ? Oui, donc l'appel à candidature effectivement a été lancé là récemment et se clôture le 8 janvier à minuit, heure française. Donc il faut candidater le plus vite possible sur joinjfd.com. Et donc on se lance au Canada. Pourquoi ? On s'est lancé au Canada. Alors, toutes les start-up et toutes les entreprises ont des ambitions internationales. Donc, nous, on s'est étendu en Europe, puis en Afrique, de façon assez importante, avec d'abord le Sénégal, le Rwanda, le Gabon. On a une équipe sur place d'une dizaine de personnes, une ambassadrice hors pair, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Camélia Leclerc du Gabon, qui est à nos côtés, etc. Et donc, il était évident pour nous d'aller aller à un autre continent. Et donc, le Canada était un continent qu'on avait peu exploré. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, à Montréal, au Québec, un écosystème d'entrepreneurs, de la tech. Et l'idée, c'est toujours cette même idée de ce que disait Steve Jobs, créer, c'est tisser des liens. Et faire que toutes ces femmes, ces Margaret, et tous nos membres qu'on accélère, puissent bâtir des ponts entre elles et créer en fait ce réseau dynamique qui permette à toutes ces femmes de réussir, d'accélérer leur croissance et de réussir à l'international. Les années ont passé. Quelles ont été vos grandes gagnantes des années précédentes du prix Les Margaret et les Margaret Junior ? Alors, il y en a beaucoup. On pourra en citer beaucoup, mais c'est vrai qu'on a Roxane Varza qui a reçu le prix, donc la directrice générale de Station F en 2017. Elle venait de démarrer Station F puisqu'elle était avant un de nos partenaires d'un géant de la tech. Donc, Roxane a reçu ce prix en 2017. On a eu Joséphine Goub aussi de Tech Fujis, Lucie Bache, Too Good To Go en 2018. Personne n'aurait parié sur le gaspillage alimentaire à l'époque. Tout le monde nous regardait en disant qui est cette Lucie Bache. Aujourd'hui, toutes ces femmes, c'est des femmes qui ont réussi et on a participé à la réussite de tous ces entrepreneurs. Vous nous annoncez aussi la préparation d'un ouvrage inspirant sur les athlètes de l'innovation qui reviendra sur la ténacité des femmes dans la tech, notamment à quelques mois des JO, c'est ça ? Tout à fait, c'est une nouveauté, à la JFD. Chaque année, on fait une étude annuelle qu'on remet au ministre du numérique. Et cette année, pour 2024, j'avais envie de faire une pause sur une étude
à l'occasion des Jeux Olympiques, qui sera les premiers Jeux Olympiques paritaires de l'histoire. C'est vrai. Et de marquer le coup en sortant un livre aux éditions Flammarion. Alors, le titre est provisoire, mais ça sera Les athlètes de l'innovation, avec des femmes absolument incroyables, pour montrer en fait que les valeurs du sport et les valeurs de l'entrepreneuriat et de l'innovation, finalement, se ressemblent. Compétition, adrénaline, esprit d'équipe, persévérance, discipline. Il faut avoir un mental d'acier pour réussir, se relever après un claquage. Voilà, donc tous ces sujets seront présentés par des femmes exceptionnelles, des femmes hors normes, qui ont tout en commun d'avoir dû se forger un mental de sportive pour réussir. Quel constat vous faites aujourd'hui? Que les femmes sont de plus en plus visibles dans la tech? On en a l'impression, en tout cas, est-ce que c'est vraiment le cas? Je crois que depuis 12 ans, il y a quand même eu un changement de mentalité sur ces sujets-là. Il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup travaillé et tous œuvré pour présenter des femmes accessibles, des rôles modèles accessibles, que d'autres femmes et jeunes filles se disent si elles y arrivent, moi aussi c'est possible. Et ça, je pense que c'est essentiel parce qu'on a une vision et une image de la technologie, du numérique qui est un peu obscure. Et en fait, c'est formidable de travailler dans la technologie. C'est une idée peut, grâce à la technologie, changer le monde. Et donc donner envie, en fait, susciter des vocations. Je pense qu'on a vraiment fait évoluer ça à la JFD depuis 12 ans, ça je pense qu'on peut le dire. Il reste encore des choses à faire, bien sûr, mais on est sur le bon chemin. Quel est le plus grand obstacle à l'égalité selon vous? C'est une vaste question, je sais, mais... Ouais, le plus grand obstacle, c'est les hommes. Parce que la difficulté, c'est eux qui ont aujourd'hui un peu le pouvoir financier. Donc il faut qu'ils nous aident sur ces sujets-là. Il y a un sujet d'éducation aussi, ça commence au plus jeune âge. Il y a un sujet d'éducation, absolument. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'on veut gagner de l'argent. Ça, c'est très franco-français. Ça n'arrive pas aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Je pense qu'il faut qu'on arrive à se dire que réussir, c'est une bonne nouvelle pour soi et pour les autres quand on est une femme. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut être fier de ça. Et il faut... ne pas se laisser refuser, intimider par des augmentations de salaire, etc. Il faut le demander. Le pouvoir, ça se prend, ça ne se demande pas, et donc il faut y aller. Et je lisais effectivement l'une de vos dernières interviews où vous parlez de ces biais inconscients qui s'installent dès la petite enfance jusqu'aux écoles d'ingénieurs. Vous racontiez cette histoire d'une maîtresse d'école. Dans cette histoire, une femme était présidente de la République pendant 16 ans en Islande. Elle dit à ses élèves: qu'est-ce que vous voudrez faire quand vous serez plus grand? Et je vous laisse continuer l'histoire. Une petite fille lève la main et dit... Elle dit, je voudrais être présidente de la République. Et donc la maîtresse dit au petit garçon qui est juste à côté, et toi aussi, tu vas être présidente de la République? Et le petit garçon répond, dit, non, ça c'est un métier de fille. Exceptionnel comme histoire. On va la raconter à nos enfants. Vous mettez, Delphine Rémy-Boutan, chaque année en avant de nombreuses femmes, vous l'avez dit, grâce à vos prix notamment, qui sont toutes à leur manière des rôles modèles. J'ai envie de vous poser une question. Quelle est, à vous, la femme qui vous inspire aujourd'hui? Ça, c'est difficile comme question parce que j'ai beaucoup de femmes qui m'ont inspirée au fil des années. J'ai envie de parler de cette année ma marraine, Virginie Morgon, qui m'inspire énormément dans son mental d'acier. J'ai aussi des jeunes filles comme Inaya Yoga, Alia Semia, qui m'inspirent parce qu'elles sont incroyables et elles sont puissantes. Voilà. On va continuer à parler de ces femmes puissantes et des rôles modèles, mais juste avant, on va faire un tour du côté de la planète tech. Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud.
Jarvis, open mask. Jarvis, close mask. Et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Delphine Rémy-Boutan, la fondatrice de la JFD, la Journée de la Femme Digitale. Delphine, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique d'Ingrid Bianchi qui a une idée derrière la tech. Ingrid, on le sait, l'enfance est une période cruciale de découverte et d'acquisition. Ça se présente aussi comme un terrain où germent diverses façons et manières d'apprendre, c'est ça ? En effet, chaque enfant est unique, est porteur de capacités cognitives distinctes avec des schémas de pensée, des aptitudes et des préférences qui lui sont propres. Et les élèves ont des styles d'apprentissage aussi qui sont différents, qui peuvent être influencés par l'environnement familial, mais aussi les expériences, voire même la personnalité. Un enfant atypique, lui, va présenter un fonctionnement cognitif et un développement qui va être différent de la norme. Et ça va donc impacter ses capacités d'apprentissage. Ces différences cognitives peuvent-elles conduire à des troubles d'apprentissage ? Alors, il faut distinguer les troubles d'apprentissage d'ordre neurologique et génétique, source de difficultés persistantes et qui vont nécessiter une compensation. Par exemple, les troubles 10, les troubles du spectre de l'autisme et les troubles de l'attention. Les difficultés d'apprentissage, elles, peuvent provenir de facteurs affectifs, cognitifs ou même pédagogiques. Par exemple, un manque de motivation et de disponibilité d'un enfant qui vit dans un milieu défavorisé ou qui vit des difficultés aussi dans son foyer familial. Une anxiété de performance qui peut empêcher la concentration ou même la compréhension d'une simple consigne. Des problèmes d'attention, de dispersion, de méthode de travail ou d'organisation aussi de l'enfant va impacter sa réussite et également donc une méthode d'enseignement qui peut ne pas convenir en termes de rythme ou de style d'apprentissage à des enfants différents. Toutes ces difficultés vont affecter en fait la capacité de l'enfant à apprendre, mais aussi sa motivation. Mais ces difficultés sont temporaires et elles peuvent être corrigées par des interventions adaptées. Alors vous allez nous en parler. D'abord, pourquoi est-il important de reconnaître ces nuances cognitives dans l'éducation des enfants atypiques ? Alors à l'école, on a plutôt tendance à focaliser sur l'intelligence logico-mathématique et verbale-linguistique. Or, la théorie des intelligences multiples, qui est développée par le psychologue Howard Gardner, suggère que les individus qui ont des capacités intellectuelles diverses, il en compte environ 8, et que l'apprentissage est donc plus efficace lorsqu'il y a une prise en compte de ces intelligences différentes. Comment elles se manifestent, ces intelligences ? Certains élèves sont par exemple des apprenants kinesthésiques qui tirent le meilleur parti de l'apprentissage par de l'expérimentation physique. D'autres vont exceller plutôt dans l'apprentissage visuel, voire auditif. Certains élèves semblent aussi absorber des connaissances comme des éponges, quand d'autres vont mettre beaucoup plus de temps pour digérer, par exemple, un concept plus complexe. Comment intégrer ces nuances cognitives dans l'enseignement ? Alors, l'une des approches clés, c'est la pédagogie différenciée, qui va prendre en compte à la fois la singularité de l'élève et qui va aussi proposer des méthodes d'enseignement variées pour répondre justement à un très large éventail d'intelligence. Il y a par exemple l'utilisation de supports multimodaux tels que des vidéos, des images, des activités pratiques, des discussions, qui peut justement permettre d'engager davantage les élèves. Toutes les activités pratiques également et les expériences concrètes vont être particulièrement bénéfiques pour des élèves qui sont plus atypiques et qui vont donc permettre de renforcer leur compréhension par une expérience directe plutôt que par la simple théorie. Les projets, par exemple, permettent de voir comment les compétences, les connaissances différentes vont se rejoindre et se connecter dans un contexte plus réel. Et ça permet donc, encore une fois, de pouvoir mieux appréhender des concepts très abstraits, en fait. Alors, on en parle tous les jours dans l'École du Futur. Vous le savez, les enfants sont friands de technologie. Faut-il ou non l'intégrer dans l'enseignement ?
Alors avec modération, hein, bien sûr, mais l'utilisation de la technologie peut offrir justement des outils personnalisés pour les élèves atypiques, des logiciels éducatifs spécifiques, des applications dédiées, des dispositifs d'assistance technologique vont pouvoir aider un enfant atypique et notamment personnaliser son apprentissage. Faut-il également revoir les évaluations de ces élèves ? Oui, en effet, repenser les méthodes d'évaluation est essentiel parce que ça peut permettre justement d'apporter un soutien émotionnel et également social aux enfants atypiques qui vont se sentir justement encouragés malgré les difficultés. On va valoriser les efforts et les progrès plutôt que mettre le doigt sur les échecs. Ça peut donc permettre d'avoir des évaluations qui soient plus créatives, qui vont être autour de projets, de portfolios, des évaluations qui vont être basées sur les compétences pour mieux refléter justement les capacités différentes des élèves atypiques. Et pour apprendre, on le sait qu'il faut avoir envie en fait d'apprendre, et donc c'est essentiel de pouvoir donner envie aussi de participer, d'être engagé. Et donc l'enjeu, c'est de créer en fait un environnement qui permette aux élèves d'être impliqués, voire même de gagner en autonomie, quitte à choisir certaines activités en fonction de ses préférences, de son intérêt. Et donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir quelque part faire en sorte que ce soit des classes animées par une meilleure participation des élèves. Alors justement, pour avoir cette participation, comment on assure la cohésion de chacun de ces élèves au sein des classes, malgré leurs disparités ? Alors, il faut encourager la collaboration, évidemment, entre les élèves, quelle que soit leur spécificité, ce qui va créer un environnement d'apprentissage inclusif. Les élèves vont d'une part apprendre les uns des autres, pouvoir partager des perspectives différentes, croiser aussi leurs regards, bénéficier de cette diversité de compétences présentes dans le groupe. Et en accueillant ces différences, les enseignants vont créer des expériences d'apprentissage beaucoup plus riches, beaucoup plus inclusives, qui vont favoriser justement la réussite de tous les élèves, ce qui va permettre de les préparer évidemment au monde professionnel qui lui-même va pouvoir proposer une diversité qui est de plus en plus grande dans les organisations. Effectivement, merci beaucoup en tout cas Ingrid pour cette chronique. Nous, on va continuer à parler égalité, numérique aussi et femmes digitales dans la deuxième partie du talk. Les femmes peuvent changer le monde, ça on le sait. Elles ont désormais un outil extraordinaire entre leurs mains pour le faire, le digital. On ajoute à ça une dose de rôle modèle pour booster aussi la confiance en soi. Et puis la puissance du réseau pour échanger et nourrir ses idées. Voici une partie de la recette secrète de la journée de la femme digitale. On reprend notre conversation tout de suite avec Delphine Rémy-Boutan, sa fondatrice. Effectivement, je disais le réseau. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que c'est un élément clé pour les femmes pour pouvoir s'épanouir et notamment embrasser des carrières dans le digital ? Bien sûr, je crois qu'on ne se construit jamais seul. On a vraiment besoin d'un réseau, absolument. Parce qu'on a besoin d'aller plus vite et qu'on ne peut pas... Il y a ce proverbe africain qui dit « seul on va vite, ensemble on va loin ». Donc on a besoin d'aller vite, mais on a aussi besoin d'aller loin. Donc oui, le réseau est essentiel. On ne peut pas y arriver sans. Ça, c'est une certitude. Être une femme digitale en 2023, ça veut dire quoi, Delphine Rémy-Boutan ? Être une femme digitale, ça veut dire être libre. C'est surtout ça. Ça veut dire être créative et se dire... J'ai écouté la chronique, je trouve que c'est la chose la plus importante, la valeur la plus importante aujourd'hui, c'est la créativité. C'est ça qui fera que demain, on aura vraiment réussi quelque chose. Et il faut vraiment le nourrir, cette créativité, ne pas la laisser partir après les premières années. On avait invité le webmaster du Vatican, une des premières journées de la femme digitale, et il nous avait dit, c'était un message du pape, et il nous avait dit soyez créative. Soyez créatifs. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est la créativité aujourd'hui. L'intelligence artificielle n'est rien d'autre que un apprentissage, elle apprend des humains, alors que la créativité, c'est ce qui fera la différence. Vous partagez ce point de vue, Ingrid ? Je crois que les femmes ne manquent pas de créativité. On le voit dans la création de leurs activités, leurs entreprises. Et c'est vrai qu'elles utilisent la tech, non pas pour créer des choses autour de la tech, mais en tout cas pour produire des produits innovants qui vont justement mettre en exergue toute leur créativité. Absolument. Et vous parliez des élèves atypiques. Athénaïs Oslati, qui est une jeune entrepreneuse de 26 ans, ingénieure, qui a été diagnostiquée Asperger et qui a créé une intelligence artificielle capable de déceler les émotions. C'est la tech au service de rendre heureux, voilà. L'amour avec un grand IA, etc. Donc il y a plein de choses aujourd'hui à aller chercher justement dans toutes ces personnalités différentes. C'est ça
Il faut être différent, c'est ça qui est notre force. Vous dites que l'ambition est un mot féminin qu'il faut se réapproprier, je vous cite, et auquel on doit désormais associer une idée, une conduite de vie pour les femmes. Est-ce que c'est aujourd'hui un mot trop masculin, selon vous, ce mot d'ambition ? Je pense que oui, je pense que le pouvoir, les femmes se disent on en a peur, mais le pouvoir de changer les choses, le pouvoir d'être soi, le pouvoir de faire du bien aux autres, c'est ça qui est intéressant, c'est ce pouvoir-là, c'est sur celui-ci qu'on doit exceller et qu'on doit avoir cette ambition de vouloir changer le monde à chacune à notre manière, bien évidemment. C'est pour ça aussi que ça vous tient tant à cœur de rappeler à chaque JFD et ailleurs dans vos autres prises de parole que ce sont les femmes qui étaient initialement à l'origine du numérique. Oui, il faut le rappeler. C'était les femmes, elles étaient bonnes au tricot et en maths. Et donc, on leur donnait ce travail d'écrire des grandes lignes de code informatique à l'époque par les militaires. C'est ça. C'est une histoire qu'on n'apprend pas du tout à l'école. C'est la première fois que j'en entends parler. Et quand, avant que les grandes géants de la tech arrivent, elles écrivaient ce fameux film dont on parlait tout à l'heure, Les Figures de l'ombre, elles écrivaient à la main ces lignes de code. Et on les mettait d'ailleurs dans des petites salles pour le faire parce que d'abord, c'était des femmes et en plus, il se trouve qu'à la NASA, elles étaient noires. Donc, c'était certainement pas elles qu'on mettait dans la lumière. Et il faut les sortir de l'ombre, ces femmes, aujourd'hui. Il faut montrer qu'elles ont un véritable impact parce que quand elles innovent, quand elles osent et quand elles entreprennent, elles changent le monde. Est-ce qu'il y a encore justement des sujets tabous dans l'entrepreneuriat chez les femmes aujourd'hui, des sujets avec lesquels vous avez envie de batailler, que vous souhaitez prendre à bras-le-corps ? Il y a un sujet principalement qui est quand même l'accès au financement. Il faut quand même le rappeler. Les chiffres sont épouvantables. 98% des fonds destinés au capital risque vont aux hommes et 2% restent aux femmes. Donc aujourd'hui, c'est très difficile pour les femmes de lever des fonds. Et ça, il faut le rappeler, cette inégalité. La politique, ça ne vous a jamais intéressé ? Plus je vous écoute, plus je me dis que peut-être un jour ministre de l'égalité femmes-hommes. Non ? Je serais honorée de suivre les pas de Simone Veil, mais faire de la politique, c'est s'occuper des autres. Et j'ai l'impression que c'est ce que je fais, en fait, sur ce sujet. Vous croyez que vous seriez peut-être limitée si vous étiez politique dans vos actions, que vous êtes peut-être un peu plus libre aujourd'hui en tant que fondatrice de la JFD ? Je ne sais pas. Il faut essayer. Il faut essayer. Quelle serait votre première mesure ? Soyons fous si demain on se dit je mettrais l'inégalité salariale de façon hors la loi, comme l'a fait d'ailleurs la ministre au Canada, qui, quand on lui a demandé comment est-ce qu'elle a fait, elle a dit il m'a fallu du courage. Mais elle a réussi à le faire. Il y a des choses qu'on peut faire, en fait. On s'en rend pas assez compte aujourd'hui ? Je pense que le fait de faire les lois, c'est une chose, mais de rappeler que quand on est hors la loi, il faut prendre des mesures, c'est une autre chose. Donc je mettrais vraiment une taxe pour ceux qui sont hors la loi et j'augmenterais les salaires des femmes qui aujourd'hui sont moins payées que les hommes. Effectivement, et c'est une aberration. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions suivent. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Saint-Exupéry. En voilà une avec la JFD de Solutions. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Je rappelle évidemment l'ouverture des candidatures pour votre prix, les Margaret, avec votre site internet, si vous pouvez nous le rappeler. Oui, c'est johnjfd.com et candidater. Évidemment. Chacune a sa chance. Merci encore à vous, en tout cas, Delphine Rémy-Boutan. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de cette journée de la femme digitale, la JFD. Merci aussi à vous, Ingrid, d'avoir partagé vos convictions et cette chronique dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée. Thank you.